Bonjour Louis Fouché, Bonjour Daniel, vous allez bien? bien et vous-même? Alors vous êtes médecin anesthésiste réanimateur à Marseille et vous êtes porte-parole du collectif Réinfo Covid. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots ce qu'est le collectif Réinfo Covid? Oui, tout à fait. Je crois que c'est important pour vos auditeurs et vos lecteurs de savoir d'où je parle et qui je suis. Donc, effectivement, je suis médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de Marseille et je précise d'emblée que je ne parle pas pour mon institution. C'est une espèce d'accord qu'on a trouvé avec mon institution. Il me laisse ma liberté d'expression en tant que praticien hospitalier, mais en échange, je suis dans des lieux non reconnaissables, j'ai pas de blouse et je parle pas au nom de l'institution qui a un tout autre discours que le mien. Et je suis très reconnaissant à l'institution d'avoir eu cette sagesse de trouver un terrain d'entente et de diplomatie. Tout à L'autre fait. chose, c'est que j'ai aussi un master 2, c'est l'équivalent du DEA pour les plus anciens, d'anthropologie de la technique, en fait, enfin de santé, d'éthique de la santé, avec une spécialisation sur l'anthropologie de la technique, où ma position est celle d'un technocritique, en fait, on pourrait dire, hein, dans la suite de Jacques Ellul, de Ivan Illich, de Éric Sadin, de gens comme ça. Finalement, la réflexion que je porte s'inscrit dans cette filiation-là, dans cette filiation-là. Et puis, il faut que je précise, c'est obligatoire de par les textes de loi. Quand un médecin s'exprime, il doit donner ses conflits d'intérêts. Donc là, je m'exprime sur le Covid-19, j'ai pas de conflit d'intérêts. Les gens qui regarderont sur la base transparence santé, ils peuvent trouver des calculateurs sur un site qui s'appelle covidinfo.net, covidinfo en un seul mot.net, info au pluriel. Il y a un petit calculateur de conflits d'intérêts. Ils peuvent taper le nom d'un médecin ou d'un professeur qu'ils voient sur les écrans et ils vont trouver combien les industries de santé l'ont rémunéré en tout. Ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, hein, on va dire, parce que derrière, il peut y avoir des gens qui ont des stock options, des gens qui ont des actions, des gens qui ont des avantages divers et variés, des conventions, où il peut y avoir des filiales des multinationales du médicament qui sont pas du tout fléchées industrie de santé et qui vont donner des rémunérations à titre de conseil ou des choses comme ça. Donc parfois, ça se monte à des sommes absolument astronomiques pour ce qu'on appelle les leaders d'opinion. Euh, Moi, j'ai 450 euros sur Transparence Santé et j'ai pas de stock option, j'ai pas de compte en Suisse, j'ai rien de tout ça. Mais si vous prenez Patrick Valent, c'est le patron du conseil scientifique anglais. Je parle de l'Angleterre à dessein, j'ai pas envie de me mettre mal avec mon pays. Lui a, de manière avérée, 500 000 livres sterling d'actions chez GlaxoSmithKline. C'est une firme vaccinale, en fait, de santé, enfin du médicament, parce que la santé, c'est moins sûr. Et puis, il a touché entre 2012 et 2018 plus de 5 millions de livres sterling de dividendes. Donc, vous imaginez bien qu'il n'est pas complètement vierge quand il vient discuter d'une politique vaccinale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y croit pas, mais ça veut dire qu'en tout cas, les gens devraient le savoir, quoi. Tout à Donc, fait, moi, oui. c'est pas le cas, j'ai pas de conflit d'intérêt. Et la dernière chose, vous l'avez dit, c'est que je suis porte-parole. Je suis un des porte-paroles. On cherche à être nombreux, protéimorphes, qu'on soit nombreux sur la barricade, parce que quand il y en a qu'un, c'est plus facile de le décaniller. Donc, je suis un des porte-paroles et j'espère être tout à fait remplaçable par d'autres, en fait, du collectif Réinfo Covid, qui est un collectif au départ de médecins, puis de médecins, de soignants, donc d'infirmiers, d'aides-soignants, puis de chercheurs et d'universitaires, de gens dans le domaine de la santé, mais dans le domaine de l'ingénierie virale, dans le domaine des biomatériaux, de la biochimie, de la biophysique, puis plein d'autres domaines scientifiques, y compris les mathématiques fondamentales et l'épidémiologie et l'infectiologie. Puis rapidement, on est aussi devenu un collectif qui comprenait des citoyens, des restaurateurs, des chefs d'entreprise, des petits entrepreneurs, des petits patrons, des parents d'élèves, des enseignants en extrême souffrance de ce qu'on leur demandait de faire, et puis des gens de la haute administration, des gens dans les ARS, des gens dans les ministères, euh, et y compris des hauts fonctionnaires très très proches du pouvoir finalement. Et donc on a tous ces gens-là. Et il y a un dernier pôle qui est très important, parce que pour nous c'était vraiment au socle de Réinfo Covid, c'était d'avoir de la beauté et de la culture. Et donc on a les artistes, Tout à fait. parce que les artistes sont en train de crever, quoi, hein, au sens strict du terme. Ils peuvent plus faire leur métier, ils peuvent plus apporter leur lumière au groupe social, et ils sont en train de mourir. Et nous, on avait à cœur le fait qu'on a besoin de beauté. Donc très rapidement, ben, on a pris le nom de Réinfo Covid. C'était trop long à dire, soignant, ingénieur, soignant, ingénieur, chercheur, entrepreneur. Bon, c'était trop long. Donc on a dit, on s'appelle Réinfo Covid. Et on a structuré notre nous autour de 4 points clés qui étaient d'essayer de faire sortir les gens de la peur. Mais quelle que Oui, soit la peur du virus, la peur pour sa vieille maman qui est en EHPAD, ou la peur de perdre son boulot ou de devoir fermer boutique, la peur de Bill Gates, qu'il y ait des multimillionnaires qui décident de la politique sanitaire des États,
la peur d'un recette économique qui amène finalement à de la dette éternelle et à la destruction de notre système. En fait, quelles que soient ces peurs, on a essayé de dire, mais non, non, il ne s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit d'aller tâter le réel, de revenir à la réalité et d'aller palper du vrai. Parce que ça permet d'être prudent. Parce que la peur, elle vous amène à des décisions idiotes, précipitées, absurdes. Alors que la prudence, c'est la phronésis chez les Grecs, chez Aristote. C'est l'intelligence contextuelle, c'est la sagesse contextuelle. Et ça nécessite d'aller savoir, d'aller toucher du doigt la vérité, de la réalité, quoi. Donc après, je pourrais vous expliquer comment on fait pour essayer de palper la réalité. Puis la deuxième raison d'être, c'était de rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique. Parce qu'on pense qu'il est absolument complètement verrouillé aujourd'hui. Au niveau démocratique, se décident des lois à 3 heures du matin, à 30 députés, des décrets qui mettent en jeu l'ensemble de votre vie, en fait, et qui ne sont plus dans aucun processus démocratique. Actuellement, les gens se trouvent vraiment atteints dans leur vie personnelle, dans leur essence propre, même dans leur capacité à travailler, par des lois qui sont ahurissantes en fait et qui confinent à ce qu'on appelle nous, ce que les sociologues, les historiens, les philosophes, les anthropologues, les psychologues de la violence appellent dans notre collectif, on a tout ça, appellent dans notre collectif un déferlement totalitaire. Donc on pense qu'on est dans un déferlement totalitaire, à telle enseigne que dans le collectif, on a beaucoup de gens qui sont d'origine juive ashkénaze et qui m'ont dit Louis, tu sais, nous on a déjà entendu cette petite musique-là dans la famille, on nous l'a racontée et on n'a pas envie que ça recommence. Donc on est là pour essayer de mettre des grains de sable dans cet engrenage de déferlement totalitaire. Et rouvrir l'espace du débat scientifique, c'est pareil, la science a été instrumentalisée à des fins mercantiles finalement par des grandes firmes médicales, vaccinales et du médicament. C'est pas nouveau, ça date pas du Covid, on le sait déjà depuis très longtemps. Les éditeurs en chef des différents journaux scientifiques l'avaient déjà dit en fait, que ce soit le New England Journal of Medicine avec Richard Horton et le Lancet avec Richard Horton. Et puis là, tout récemment, Kamran Abbasi, qui est l'éditeur en chef du British Medical Journal, qui est un journal très important, qui a presque le même impact factor que le New England Journal of Medicine, a fait un édito qui s'appelle COVID-19, Politicization, Corruption and Suppression of Science. Politisation, corruption et suppression de la science autour du Covid-19. Et il parle assez spécifiquement de la vaccination et d'autres choses. Donc aujourd'hui, les scientifiques et les médecins eux-mêmes, et le grand public n'en parlons pas, sont dans une espèce de post-vérité qui est entretenue, une confusion, où on passe leur temps à leur donner des choses qui sont fausses. Donc, nous, on avait besoin de rouvrir le débat scientifique et d'aller chercher qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui était vrai. Puis la troisième raison d'être qui nous structure, c'est d'infléchir la politique sanitaire. On a cette ambition-là d'aller vers une politique sanitaire qui soit plus juste et plus proportionnée. Parce qu'on pense qu'elle n'est pas juste et qu'elle n'est pas proportionnée. Elle aboutit à des effets collatéraux qui sont absolument majeurs, à la destruction de notre tissu économique, de notre tissu culturel, de notre tissu social et sociétal, de manière très très rapide et très amplifiée, en prenant la proie pour l'ombre. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de traiter le Covid-19 au prix de détruire l'ensemble des générations futures, de mettre la France dans la dette éternelle. Finalement, la balance des bénéfices et des risques, le choix utilitariste du plus grand bonheur possible pour le plus grand monde possible versus le moins de malheur possible pour le moins de monde possible, n'est pas fait correctement. Donc cette balance utilitariste, l'utilitarisme est une des branches de l'éthique, qui a été développée par Bentham et Stuart Mill, entre autres, donc une école anglo-saxonne, vraiment pragmatique, on va dire, du pragmatisme, n'est pas du tout respectée dans sa juste mesure. Aujourd'hui, les gens regardent avec une focale braquée sur le Covid-19 et les fact-checkers, les zététiciens, la secte des zététiciens, les fact-checkers qui sont payés pour établir une vérité officielle, censurent toute idée alternative. À tel point que nous subissons de la censure, les gens doivent le savoir, sur YouTube. Nous avons eu 3 vidéos censurées, ce qui fait que la chaîne peut fermer, en fait, des interdictions de publication pendant 15 jours, puis 3 semaines, puis une 4e vidéo censurée en moins de 4 heures, qui en plus était humoristique, que les gens peuvent retrouver, qui s'appelle la téléconsultation vaccinale, et qui était entièrement sourcée au niveau scientifique en dessous. Il n'y avait pas quoi que ce soit qui soit faux, tout était absolument avéré par la science, et elle a été censurée en 4 heures pour que les gens ne l'entendent pas. Mais on l'avait vu venir, donc elle a été relancée de manière interstitielle dans l'ensemble du système Internet. Vous pouvez la trouver aujourd'hui sur des plateformes alternatives comme Odyssey ou Rumble. Voilà. Mais vous pouvez même encore la trouver sur Facebook, YouTube, parce qu'en fait, malgré cette censure, la voix de la vérité doit se faire entendre, quoi. On a des gens qui sont dans la calomnie et qui mettent des propos fallacieux.
Donc, vous avez aujourd'hui des articles sur moi, sur Réinfo Covid, nous expliquant qu'on est rassuriste, complotiste, anti-vax, anti-masque, etc. En fait, on est pro ou anti-rien. On essaye de mettre la bonne Hmm. balance de réflexion et à la fin de choisir. La prudence, à la fin, vous fait choisir. Et c'est pareil, on n'est pas du tout en colère, en fait. L'idée, c'est de transformer la colère en courage d'agir, par contre, de transformer le système quand il montre tous les signes qu'il est absolument corrompu dans tous ses aspects. On a une corruption systémique qui a touché tous les axes de notre vie sociale et politique, publique, scientifique, sanitaire, économique. Et ça, aujourd'hui, il faut effondrer ce système-là pour aller revenir à quelque chose de sain, en fait, et qui permette la vie ensemble. À quoi on aspire, en fait. Donc, on veut infléchir la politique sanitaire, que ce soit plus juste et plus proportionné, avec une vraie réflexion derrière sur mais quel monde on veut collectivement. On veut être dans un monde de Khmers blancs qui ont peur, qui sont dans un déferlement totalitaire techno-sanitaire, à nous emmener vers un transhumanisme où finalement l'humain n'a presque plus sa place. Il doit être doté d'artefacts de partout pour juste avoir le droit de survivre. Et encore, s'il a le bon abonnement. Euh, donc, je crois que cet avenir-là n'est pas souhaitable. Pourtant, on nous y emmène tout droit et qu'il y a d'autres avenirs beaucoup plus souhaitables. Et en France, on a la chance d'avoir liberté, égalité, fraternité déjà comme raison d'être collective qui tient le coup, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose de robuste au niveau des valeurs. Et je crois qu'on peut rêver un monde, et pas rêver, le mettre en place à l'occasion de cette crise, parce que les crises sont l'occasion d'une transformation. La réalité, Christiane Singer l'a écrit, hein, c'est une philosophe et mystique aussi, hein, mais qui a écrit Du bon usage des crises. C'est-à-dire comment on fait d'un problème une solution. C'est ce qu'on dit en permaculture. On dit le problème est la solution. Il est la solution de toutes les crises qu'il y avait en amont et il nous aide à résoudre. Donc, si on veut bien se donner la peine de travailler sur cette crise et d'arrêter d'être hypnotisé par BFM et par la narration gouvernementale de la peur, en fait, et vous savez que les narrations de la peur et de la culpabilité sont des, des récits totalitaristes, en fait. C'est toujours l'instrument de propagande des pouvoirs totalitaristes. Et réfléchissez à ce totalitarisme. Aujourd'hui, l'État vient jusqu'à chez vous et vous dit avec qui vous devez prendre le réveillon de Noël. Dit même comment vous devez coucher ensemble pour certains, demande aux enfants de faire de la délation dans les circulaires de l'éducation nationale, de faire de la délation sur une pensée alternative de leurs parents. Enfin, on est vraiment arrivé à un déferlement totalitaire, comme il y en a eu au moment du stalinisme, comme il y en a eu au moment du nazisme, comme il y en a eu dans les Khmers rouges, sauf que là, ce sont des Khmers blancs qui ont décidé de manière paranoïaque qu'ils allaient imposer leur vision tétanisée du monde au reste de la société. Je crois que ce n'est pas quelque chose de tenable, ça va s'effondrer tout seul, mais il faut faire ce qu'il faut pour créer une cohérence, bâtir une cohérence autour de la résistance. C'est ce qu'on essaye de faire. Et la quatrième raison d'être, c'est que pour bâtir cette cohérence, il faut se mettre en lien. Si vous êtes tout seul, vous êtes un restaurateur tout seul face à tout cet arsenal juridique qu'on vous impose, vous êtes face à un mur de verre, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes juste désespéré. Et il y a beaucoup de gens désespérés aujourd'hui, c'est-à-dire qui se suicident. Je veux dire, les conséquences sanitaires de la politique sanitaire, elles sont incroyablement fortes, quoi. C'est-à-dire que on a des amis dans les quartiers nord qui vont voir des personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui sont depuis plus de 6 mois enfermées chez elles, avec le masque, les gants, devant BFM de longue, en train de se faire hypnotiser. Et ces gens-là, ils vont mourir. Mais ils vont pas mourir du Covid. Hein. Ils vont crever de solitude, de tristesse et de peur. Donc, notre idée, c'est de mettre en lien tous ceux qui veulent agir. Avec cette idée que le fait de se mettre en lien, c'est ça qui fait société. Il faut recomposer une société quand elle est en train de s'effondrer, de s'effilocher de tous les bords et de tous les côtés. Donc, arrêtez de s'écharper pour des histoires de sud-gauche, sud-droite, je sais pas quoi, tous les drapeaux qu'on met sur nos épaules parce qu'on a l'impression que c'est ça qui nous fait vivre. Ne mettez pas de drapeau sur vos épaules. Mettez-vous avec les autres dans le réel pour aller bâtir ensemble le monde que vous voulez. Et donc, ça, c'est la posture derrière. Il y a ces 4 raisons d'être dont je vous ai parlé. Sortir de la peur, ouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique, infléchir la politique sanitaire pour qu'elle soit plus juste et plus proportionnée, mettre en lien tous ceux qui veulent agir. Et dans une posture de non-violence, c'est-à-dire une posture qui ne consiste pas à se coucher. La non-violence, c'est pas se coucher par terre et se laisser taper dessus. Hein. Non, la non-violence, c'est être capable de tenir un rapport de force, sans malveillance, sans violence. Mais vous tenez le rapport de force. Et du fait de tenir le rapport de force, vous allez faire émerger un dialogue. Donc ça, c'est vraiment la posture de Réinfo Covid. Il n'y a aucune agression de personne. Vous ne trouverez jamais dans mon discours que j'ai cité nommément quelqu'un pour le descendre en flèche. Ce n'est pas le cas. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est même pas le but. Vous ne pouvez pas éradiquer un ennemi. C'est ce que doivent comprendre aussi les politiques sanitaires. Si elles faisaient de la médecine et de l'immunologie du XXIe siècle,
elles auraient déjà compris qu'il est illusoire de vouloir éradiquer un ennemi. Ça n'est pas possible en fait dans la nature. Vous devez vivre avec et mettre les bons rapports de force. C'est-à-dire mettre dans son coin l'ennemi, il va continuer à survivre et surtout pas l'éradiquer, sinon vous en aurez un autre. Donc c'est une vision complètement 20e siècle d'une guerre en permanence pour essayer d'établir une suprématie. C'est pas le cas en fait. Il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Voilà, ça répond à votre question sur le collectif. Tout à fait, oui. Bien sûr, allez-y, parce qu'il y a un décalage. Allez-y. Ça se structure avec, finalement, c'est devenu quelque chose de très rapidement important, parce qu'il y avait un vrai besoin dans la matière. Si vous voulez, quand il y a un besoin, les choses se passent. Les gens avaient besoin de se mettre en lien, avaient besoin de réfléchir à la politique sanitaire, avaient besoin de l'infléchir, avaient besoin de sortir de la peur, de toute leur peur, comme je vous l'ai dit, quelle qu'elle soit. Et donc, rien que le fait de se mettre en lien, c'est déjà thérapeutique pour les gens qui ont rejoint Réinfo Covid, à tel point qu'on a créé des antennes de bébés Réinfo Covid régionaux qui eux-mêmes structurent des collectifs de parents, des collectifs d'enseignants, des collectifs d'avocats, de choses comme ça. Et puis, on a 3 grands champs. Un premier champ qui est de comprendre le monde, comme je vous l'ai dit, de le palper la réalité. Et pour ça, on a des scientifiques, des chercheurs, des universitaires qui se coordonnent pour essayer de prendre la science et de faire comme de l'éducation populaire, un peu à la façon de Franck Lepage, même s'il est beaucoup plus fort que nous pour ça, mais il est très admirable dans sa démarche, de faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire de mettre des contenus accessibles au grand public. C'est pas toujours facile parce que la science a plein de jargon, plein de termes compliqués, etc. Donc ça, c'est un gros travail à la fois d'analyse et puis de synthèse que font les scientifiques de notre collectif et même des citoyens aussi qui sont dedans et des universitaires. Mais c'est bien beau la science, mais comme je vous l'ai dit, elle est frelatée en grande partie. Elle ne permet plus de dire la vérité. Et puis, si vous êtes que sur la science, vous êtes dans un dogme, vous êtes dans une religion de la science. Donc, vous allez voir par un prisme qui n'est qu'un tout petit morceau du diamant multifacette qui est la réalité. Vous allez regarder par une seule facette. Donc, nous, on a dit on veut regarder par plusieurs facettes en même temps. Et pour ça, on a recueilli des témoignages de la réalité des gens. Des soignants d'abord, puis après des enseignants, puis des orthophonistes, puis d'autres soignants, puis d'autres couches de la population sont arrivés avec tout le Covid gros sur la patate. Et puis, il y a tout un groupe de gens qui ont travaillé de manière admirable et qui continuent à travailler, à essayer d'accoucher, comme une maïeutique, hein, comme chez Socrate, d'accoucher du point clé de qu'est-ce qui vous titille le plus dans cette histoire. Oui. Et pour arriver à des témoignages qu'on puisse partager et qui nous permettent de voir la réalité. Parce que ces témoignages-là, ils sont dans le réel, en fait. C'est des gens qui vivent au quotidien quelque chose. Et puis, un troisième champ qui était celui des artistes, c'est-à-dire d'essayer de dire la réalité avec de la beauté, avec de la poésie, avec de l'inspiration, avec quelque chose qui touche à quelque chose de plus profond, de plus spirituel peut-être, même pour certains. Un autre champ de travail, c'est un collectif de mathématiques qui est associé à Réinfo Covid, qui s'appelle Matinfo, qui réunit des mathématiciens universitaires et qui essayent de démontrer, et puis qu'ils le font d'ailleurs, en fait, ils l'ont déjà très bien fait, mais ils continuent à démontrer que la modélisation algorithmique du big data de cette épidémie est fausse, simplement fausse, que les courbes épidémiques que vous voyez, les projections qui sont faites, ce qui est relaté par le pouvoir en disant il y aura 400 000 morts, il y aura 9 000 personnes en réanimation, il y aura je sais pas quoi. En fait, c'est toujours révélé faux parce qu'il est basé sur des modèles qui sont simplement faux. Une confusion entre les modèles compliqués et les modèles complexes. Un modèle compliqué, c'est quelque chose où vous pouvez avoir toutes les variables. Donc, vous pouvez lancer une fusée sur la Lune. C'est compliqué, mais vous avez toutes les variables. Et puis, une épidémie, en fait, c'est pas un modèle compliqué, c'est un modèle complexe. Ça veut dire qu'il y a des variables que vous connaissez pas. Et donc, chaque fois que vous essayez de modéliser, ça se heurte au réel. Et en fait, il se trouve que la médecine et la santé, c'est toujours une variable complexe, c'est toujours un système complexe. Et que les modélisations échappent toujours. Même quand on a un diagnostic qui est bien posé, qu'on connaît bien le traitement, etc., il y a des gens, ils échappent à ça. En fait, non, c'est pas si bien posé que ça. La complexité du vivant lui échappe. Et puis, enfin voilà, ça, c'est bien sur le réel. Il faut pouvoir dire, parce que c'est un des gros problèmes aujourd'hui, c'est de pouvoir dire la façon dont vous voyez le monde. Et aujourd'hui, cette façon de dire est très censurée. On en a parlé au début, je vous ai dit, on a des chaînes YouTube qui ont été fermées, le serveur qui nous servait à discuter tous ensemble, il y avait 3500 personnes qui communiquaient, a été fermé comme ça, 4 fois. On l'a rebâti, il a été refermé, etc. Sur une plateforme qui s'appelle Discord.
Alors le mot est moche, hein, on aimerait bien un truc qui s'appelle plutôt Harmonie ou Concorde, mais ça s'appelle Discord, c'est comme ça. C'est un truc de jeunes qui jouent aux jeux vidéo en réseau. On cherchait à être un peu sous les radars, justement. Ah ben, On savait que c'était la risqué. Discord marche bien. Ouais, ouais, ouais. Et il a été fermé, en fait, du jour au lendemain. Euh, voilà, parce que nous contrevenions aux règles de la communauté. Sans plus d'explications que ça. Mais Et donc, on dans est la dans un. mesure où on ne connaît pas les règles, Exactement. Et vous pouvez pas les connaître. Donc, on est vraiment dans un moment totalitaire, surtout sur la parole, déjà, et maintenant même sur la pensée. C'est-à-dire qu'on criminalise la pensée. Aujourd'hui, si vous avez la moindre critique, vous êtes mis dans une case, en fait, dans des mots étiquettes qui sont propagés dans les médias mainstream, qui sont aux ordres, finalement, du pouvoir, qui lui-même est aux ordres, n'est qu'une marionnette de puissance d'argent. Je veux dire, c'est pas nouveau de le dire, c'est pas, oh là là, on le découvre pas avec le Covid-19. C'est très bien que les multinationales comme les GAFAM, par exemple, ou les multinationales du médicament, sont dans un système de corruption systémique de toutes les instances de décision. Pfizer a été condamné en 2009 à 2,3 milliards de dollars d'amende aux États-Unis pour falsification de données, publicité mensongère et commission occulte. C'est quoi commission occulte? C'est ce que je viens de vous dire. C'est la corruption systémique des instances de décision. Alors, on fait semblant de ne pas le voir en santé. Ben, regardons-le dans l'agroalimentaire. On le savait très bien que Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta passent leur temps à influencer les systèmes de décision au niveau européen d'abord, par le système des lobbies, et fait qu'aujourd'hui, 90% des gens ne veulent plus de néonicotinoïdes dans leur champ en France, et particulièrement moi qui suis apiculteur et qui ai des abeilles, et ben pourtant vous en avez quand même. Plus de 75% des Français ne oui. veulent plus de Roundup dans les champs, et vous en avez quand même. Tout Et à fait, vous ne oui. voulez pas le C'est vrai. CETA et des accords transatlantiques qui font que vous allez avoir de la viande qui va tuer votre marché local des éleveurs. Euh, et en plus, vous ne savez pas d'où vient cette viande, comment elle est traitée, quelles sont les normes utilisées, etc., les pesticides, les engrais. Vous l'avez quand même. Donc, on a un problème de corruption systémique dans tous les champs de notre société. Et, euh, et ça pose problème parce qu'aujourd'hui, c'est c'est des opérateurs monopolistiques de l'interaction sociale, que sont les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, qui finalement ont absorbé la violence légitime vis-à-vis du discours. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans une situation de censeur, en premier et en dernier ressort, niant ainsi euh, les pouvoirs exécutifs, normalement du pouvoir politique, qui émane normalement du peuple. Hein. Le pouvoir, il est fait par le peuple et pour le peuple, théoriquement. Là, c'est plus du tout le cas. Mais bon, donc on pouvait discuter le pouvoir déjà normalement démocratique, qui l'est plus. Mais là, vous avez d'autres pouvoirs qui ont pris la place et qui, eux, n'ont aucun mandat, en fait, et se permettent de faire ce qu'ils veulent, et en plus se sont posés en opérateurs monopolistiques en empêchant les interactions sociales. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus voir vos amis. C'est très difficile. À 18h, c'est terminé de toute manière. Puis s'il y a un confinement, ce sera terminé, basta. Et puis de toute manière, vous n'avez pas le droit de vous réunir à plus de temps. Donc en fait, c'est terminé. Donc vous devez passer par ces plateformes de manière obligatoire. Euh, et ces plateformes décident de ce que vous avez le droit de dire et de ne pas dire. Ça pose un Oui, vrai problème ça sur pose la liberté d'expression. tout à fait, ça pose effectivement un vrai problème. Et tout à l'heure, quand vous avez énoncé les 4 points les importants de votre collectif Réinfo Covid, vous avez dit quelque chose à un moment au sujet de la parole. Et moi, j'ai une question par rapport à la parole. Comment fait-on actuellement pour trouver ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas? Il y a des discours qui vont dans un sens et des discours qui vont dans l'autre. Et j'imagine les gens devant leur télévision, devant la radio, peu importe, devant les journaux, qui se disent, mais au fond, comment croire, qui croire maintenant? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une perversion de la parole? Il y a quelque chose qui n'existe plus, sur laquelle on ne peut plus s'appuyer pour se faire sa propre idée. Ouais, je crois que vous avez raison. Effectivement, il y a une vraie grande confusion sur ce qui est juste, injuste, sur ce qui est vrai, sur ce qui n'est pas vrai, sur ce qui nous unit, sur ce qui nous désunit. Il y a une perversion, c'est le mot en fait. Une perversion paranoïaque en plus, puisque le pouvoir, ou les pouvoirs, on va dire, au sens large, on pourrait élaborer cette notion, mais cherche à imposer une certaine vision du monde, une vision transhumaniste, euh, techno-consumériste, voilà, techno-sanitaire, industrielle et consumériste. Euh,
Donc ça, c'est la paranoïa, c'est chercher à l'imposer. Et pervers parce qu'en fait, elle renverse le sens des mots en permanence. Vous m'entendez toujours? Parce que j'ai mon téléphone qui doit faire peut-être des petits bruits. Euh, et il y a un renversement du sens des mots. Et donc, il y a une confusion, il y a plus de capacité à appréhender le réel, puisque la parole, c'est notre façon de bâtir le réel. Je vous renvoie à Ricoeur, en fait, à ce qu'il a appelé l'histoire narrative. L'histoire narrative, c'est un philosophe, Ricoeur, qui a dit que mais finalement, la réalité, et l'histoire individuelle, c'était une histoire qui se racontait, en fait. C'était pas forcément que des éléments objectifs, c'était une histoire qui se racontait. Ça renvoie au prologue de Jean, quoi, hein, le verbe s'est fait chair. Oui. Finalement, tout commence par la parole. Et vous avez raison qu'aujourd'hui, la parole, elle est complètement explosée et surtout, elle ne se rencontre plus. Parce que ce qui est, à mon avis, porteur de vérité, c'est la confrontation. C'est justement la tenue d'un rapport de force. C'est justement la capacité à mettre en scène du débat. Euh, Aujourd'hui, vous avez des gens qui arrivent en disant bah, on m'a dit ça, et voilà. Donc je crois que vous me demandez qu'est-ce qu'on peut faire quelque part au-delà du cadre conceptuel qu'on peut lui donner. Moi, je crois que la première chose à faire, c'est d'éteindre la télévision. Une fois pour toutes, que la télévision telle qu'elle est faite aujourd'hui, et idem pour les radios dominantes, qui sont toute la journée sur votre autoradio, dans votre voilà, vous rentrez de manière hypnotique en fait, vous envoie des messages qui sont ni plus ni moins que de la propagande. Ça a été très bien expliqué par un penseur qui s'appelle Noam Chomsky. Noam Chomsky, c'est un grammairien au départ, c'est un universitaire qui fait de la grammaire, et il s'est intéressé à ce qu'il a appelé la fabrique du consentement, manufacturing consent. Comment est-ce qu'en démocratie on fabrique un consentement? Parce qu'en fait, c'est difficile d'aller taper sur les gens et à l'opinion publique, mais par contre, on peut faire de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire transformer petit à petit les croyances, petit à petit les mythes, petit à petit les valeurs, et les subvertir progressivement par une saturation du cerveau des gens en face de nous. Vous vous souvenez de cette parole d'un des présidents de France Télévisions ou de TF1, je ne me souviens plus, qui avait dit « Moi, mon métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible. » C'est ça, oui. Finalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je crois qu'un premier réflexe extrêmement sain, c'est d'éteindre une fois pour toutes la télévision et de prendre conscience que même au-delà de ça, est-ce que ce que j'entends me nourrit de quelque chose de positif, qu'à la fin j'en ressors joyeux, grandi, avec une vision plus ample sur la réalité et plus en lien avec le monde, ou est-ce qu'à la fin d'une séance de télévision ou de radio, je sors tétanisé comme un lapin dans les phares, ayant peur de tout le monde, des terroristes, des grandes multinationales, etc. Non, si c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut éteindre, avoir une espèce d'ascèse, de reprendre le contrôle, si vous voulez. Et reprendre le contrôle, ça correspond d'abord à couper le canal, à dire je ne veux pas entendre ça. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Hein. Moi, j'ai plein de témoignages de gens qui ne sont pas des intellos ni rien, quand je dis bah, moi j'ai arrêté. Entendre toute la journée les gens qui meurent, etc., c'était insupportable. J'ai éteint ma télévision, j'ai éteint ma radio. N'empêche, vous êtes touché quand même. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez revenir au réel. Revenir au réel, ça veut dire quoi? Vous sortez dans la rue et vous discutez avec les gens. Et on va prendre un point clé, par exemple, c'est la gravité de cette épidémie. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Il y a une épidémie, personne ne le nie. Et surtout pas moi, je soigne les gens. Donc il y a une épidémie. Maintenant, est-ce que on va tous mourir? Bah, sortez dans la rue. Est-ce qu'il y a des charrois remplis de morts qui vont vers les centres-villes pour créer des bûchers, pour brûler les cadavres? Est-ce que quand vous discutez avec les voisins, vous dites ah il y a eu la mamie de machin, puis sa belle-sœur, et puis mon frère, il est mort, etc. Non non non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui attrapent ou qui ont un test positif. Il y a énormément de gens qui ont. Il faut savoir que sur l'ensemble de ces tests positifs, quand on vous dit il y a 40 000, 50 000 tests cas par jour ou contaminés par jour, il y a une subversion des mots, de la parole, encore une fois. Ce n'est pas des gens malades, ça. C'est des gens qui ont test PCR positif à SARS-CoV-2. 87%, l'immense majorité, est asymptomatique. C'est-à-dire, on n'a même pas vu passer le virus, mais ils ont un test positif. 93 à 97% des gens sont asymptomatiques ou bénins. Bénins, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un peu de la fièvre et vont perdre l'odorat pendant quelques jours ou quelques semaines. Ils vont avoir des signes ORL. Ils vont avoir des courbatures, un syndrome un peu pseudo-grippal. Et ils vont avoir des troubles digestifs. Il y a aussi des troubles digestifs dans cette maladie avec des diarrhées ou mal au ventre. Et puis c'est tout. Et vous avez une infime minorité qui va venir à l'hôpital et qui va venir en réanimation. Un des problèmes, donc ça c'est la réalité. C'est la réalité quand vous sortez dehors et que vous discutez avec les gens. Tout le monde ne meurt pas de ce truc-là. Arrêtez d'avoir peur. La deuxième réalité, c'est qui meurt? Qui a des formes graves? On le sait. C'est pas tout le monde. C'est pas vrai. L'âge médian, il est au-dessus de 80 ans, au-dessus de 82 ans. Les gens qui font des formes graves,
c'est des gens qui ont des facteurs de risque importants, qui ont des maladies dysimmunitaires, qui ont plus de 80 ans, qui ont des traitements immunosuppresseurs lourds, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les défenses immunitaires qu'il faudrait, comme les gens qui ont des greffes d'organes solides, c'est-à-dire greffe de rein, greffe de foie, greffe de cœur, greffe de poumon, les gens qui ont des maladies hématologiques, les leucémies, les lymphomes, les gens qui ont des cancers sous chimiothérapie, les gens qui ont des maladies auto-immunes comme le lupus, la polyarthrite rhumatoïde et qui sont eux aussi sous traitement immunosuppresseur. C'est ces gens-là. Les autres types de gens, c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup de monde, là, pour le coup, c'est les gens qui sont hypertendus, obèses et diabétiques, ou l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce que les obèses, ils ont dans la graisse. Qu'est-ce qui nous tue dans cette maladie? C'est ce qu'on appelle l'orage cytokinique, c'est-à-dire d'un coup d'avoir une espèce de découpillage d'une grenade inflammatoire aspécifique qui va saturer votre système et vous rendre malade et faire une maladie qu'on appelle une vascularite, c'est-à-dire une atteinte des vaisseaux, et notamment des vaisseaux du poumon. Et ces vaisseaux qui sont très inflammatoires, il y a des petits caillots qui vont se former dedans, il y a des troubles de coagulation, et ça va boucher ces petits caillots, ces petits vaisseaux. Pourquoi les obèses? Parce qu'ils ont déjà toute l'inflammation qui est prête dans la graisse abdominale. C'est-à-dire qu'ils sont déjà prêts à dégoupiller la grenade. Donc eux, il suffit juste que le virus vienne vienne tirer la goupille, et pouf, ça part. Les obèses, ça c'est les obèses. Les hypertendus, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont déjà une maladie inflammatoire des artères. C'est déjà, et donc si c'est encore plus inflammatoire à cet endroit-là, ça va faire des formes graves. Pourquoi les diabétiques? Parce qu'ils réunissent ces deux choses-là. Ils ont des artériopathies, des maladies chroniques des artères, qui sont tout le temps un peu inflammatoires à cause de trop de sucre. Ils ont des maladies, ils ont un défaut d'immunité, ils cicatrisent très mal, voilà, ils font des plaies qui ne guérissent jamais, ils font des infections à répétition, parce que leur système immunitaire est mis à mal aussi par ce trop de sucre en permanence. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hypertension, le diabète, l'obésité, en fait, c'est des maladies sérieuses. C'est pas n'importe quoi, et il faut en prendre soin. Et on peut en prendre soin. La dernière chose, c'est est-ce qu'il y a des malades chez les enfants? Oui, mais des formes bénignes en fait. Il y a sur 7 millions d'enfants de moins de 15 ans, il y a eu 3 décès. Et 2 qui avaient des maladies dysimmunitaires très importantes. Et le troisième, on ne sait pas. Ça se trouve, il y avait aussi des troubles dysimmunitaires. Donc en fait, c'est pas une maladie de l'enfant. Et les pédiatres l'ont rappelé plusieurs fois, de très nombreuses fois. Et quand tout le monde se met à reflipper sur le sujet à cause du variant anglais, c'est pas vrai non plus. C'est pas vrai. Les pédiatres anglais ont dit c'est pas vrai. Non, on n'a pas les réas pleines d'enfants avec du Covid. C'est pas vrai. Donc Le là, variant c'est simplement brésilien dont on parle. pareil, c'est la même chose. Alors après, le niveau de contagiosité, le niveau de gravité, ça on peut discuter. Mais en tout cas, les enfants sont pas malades. Et ils sont pas vecteurs. Ça veut dire qu'ils ne rendent pas malades les autres, ou très peu, de manière complètement anecdotique. Donc, mettre des masques aux enfants, par exemple, c'est une imposture. Bon, mais on peut revenir sur les mesures sociales après. Et puis, vous avez des jeunes qui vont un peu en réanimation. Mais très, très peu. En fait, en proportion, c'est rien. Donc, quand on vous dit ça peut tomber sur tout le monde, c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai épidémiologiquement. Et donc, il y a quelques jeunes qui font des formes graves, et ça, c'est intéressant de se pencher dessus. Pourquoi? Il y a une hypothèse qui a été formulée sur la cohorte de Bergame, en Italie. Elle dit, mais c'est les gens qui ont eu plein d'interférences virales ou vaccinales. Il y a une cohorte qui a eu une vaccination contre la méningite, qui est un très mauvais vaccin, contre la grippe, et qui ensuite ont chopé le SARS-CoV-2 et fait un Covid sévère. Pourquoi? Parce que le fait que le système immunitaire soit en permanence sollicité par plein de trucs en même temps a fait qu'ils ont dégoupillé l'inflammation spécifique qui fait la gravité de la maladie dans le Covid. Et ça, c'est une vraie question à se poser. Mais sinon, les jeunes ne font pas de forme grave, de manière complètement anecdotique, comme un mouton à 5 pattes, si vous voulez, comme dans n'importe quelle maladie, de temps en temps, il y a quelqu'un qui se fait faucher par pas de bol. Mais ni plus, ni moins, simplement. Donc, voilà, les témoignages vibrants de chefs de service de centre-ville qui ont des jeunes dans la réanimation, etc., ou d'un ministre de la Santé à l'Assemblée, en fait, ça, c'est des fake news, ou alors c'est de l'aveuglement sur des gens qui ont le nez dans le guidon. Ils sont dans l'area de centre-ville de référence, ils ont des techniques que les autres n'ont pas. Tous les cas les plus précieux, entre guillemets, vont leur arriver. Donc, ils ont un biais de recrutement, si vous voulez. Mais comme eux, ils voient que ça, ils sont en panique, quoi. Mais le travail du réanimateur, mon travail à moi, c'est justement de ne pas paniquer. C'est justement d'être pragmatique, en fait. Je suis le type calme quand les gens sont excités. Donc, finalement, c'est exactement ça dans cette épidémie. C'est pas un problème de gouvernants, c'est un problème de médecins, c'est un problème de chercheurs, d'universitaires, et c'est un problème de patients et de la relation entre les patients et
et les soignants. Or, il s'est mis une tierce personne, de manière totalitaire, qui a interdit la prescription chez les médecins généralistes, qui a tout fait pour que la médecine de ville ne soit pas sollicitée, alors que dans l'immense majorité, c'est un problème de médecine de ville, et que si vous mettez en route des filières de soins correctement construites en ville, vous n'allez pas surcharger les réa et l'hôpital, parce qu'il y a une réalité aussi, c'est qu'on a surchargé l'hôpital et on a surchargé les réanimations, mais dans un hôpital et des réanimations qui étaient très malades, qui étaient des systèmes qui étaient déjà plus du tout résilients à un choc extérieur. On a eu moins 96 000 lits d'hospitalisation en 15 ans dans la politique de destruction de la chose publique en France, dans cette optique néolibérale mondialiste. Oui. Elle a des effets et on les paye maintenant. On a détruit l'école, on a détruit la police, on a détruit l'armée, on a détruit la santé. Bon, on le paye, voilà. La maladie vient nous dire, cette épidémie vient nous dire, vous avez fait les mauvais choix. Donc, voilà où un petit peu la réponse à la question. Je suis allé loin là sur l'histoire de la Non, parole. c'était très bien, c'était très bien. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez des infos sur ce qui se passe dans nos pays, dans les pays européens ou autour de Oui, nous? on a des informations, elles sont publiques. On a les courbes de survie, on a les données épidémiologiques. On sait à peu près. Alors, moi, je suis pas forcément spécialiste de la comparaison et je m'en garderai au sens où les dynamiques épidémiques sont pas les mêmes partout. Les dynamiques virales sont pas les mêmes partout. Vous n'avez pas les mêmes variants, vous n'avez pas les mêmes mutants. Les dynamiques vaccinales ou thérapeutiques sont pas les mêmes partout. Les capacités de résilience des systèmes de soins sont pas les mêmes partout. Les caractéristiques des populations sont pas les mêmes partout. Donc, ça veut dire que dans la comparaison, il faut mettre tous ces éléments-là. Parce que sinon, vous comparez des choses qui ne seraient pas comparables. Oui, tout à fait. Mais on peut comparer à des pays développés. La Suède, par exemple, est un pays relativement comparable. Et même en termes de densité de population, Stockholm est plus dense en population que Bordeaux, Nice ou Lyon. Hein. Donc, voilà. Et eux, par exemple, n'ont pas mis de mesures sociales en route, de type confinement, couvre-feu ou choses comme ça. Et finalement, ça se passe mieux en termes de taux de létalité, de taux de mortalité finale et de taux de létalité, en termes de nombre de morts tout court. Donc, ça, c'est une vraie question à se poser sur les mesures sociales. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Hein. Il s'agit Bien d'évaluer sûr, ce qu'on fait, de ne pas bien sûr, bien sûr. réitérer la même erreur. C'est-à-dire, vous pouvez faire une erreur une fois, mais normalement, surtout les systèmes publics qui nous serinent en permanence, qu'on passe au modèle entrepreneurial évalué. Je sais qu'une partie de votre lectorat est entrepreneurial, et qui sont soumises aux normes, à l'accréditation, à la norme ISO 9000 machin, comme nous à l'hôpital. Et dans la grande roue de la qualité de Deming, qui dit plan, do, check, act, c'est-à-dire évaluer ce que vous faites et ensuite ayez un feedback et réagissez. Ben là, on n'a même pas évalué ce qu'on fait, quoi. Donc aujourd'hui, les évaluations, par exemple sur le confinement, on a l'évaluation d'Ioannidis, qui est un chercheur mondialement reconnu en épidémiologie, qui dit mais toutes ces mesures sociales ne servent à rien, elles ne changent rien. Et ça, ok, on nous le démontre scientifiquement, mais c'est du bon sens. C'est-à-dire, vous voulez arrêter une épidémie virale, c'est comme par des mesures sociales, ça n'a aucun sens en fait. C'est comme vouloir arrêter la mer avec vos bras, quoi. La marée, ça marchera pas. De toute manière, le virus il va passer, c'est tout. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soigner les gens, c'est les traiter, c'est mettre l'argent là où il faut, de manière cost-effective. Là, vous avez mis de l'argent qui est mis de manière pas du tout cost-effective. La quantité de pognon mis dans des masques dans la rue, par exemple, c'est complètement ahurissant. Vous mettriez le même argent d'en donner des masques FFP2 aux gens fragiles, ce serait sûrement beaucoup plus effectif. Vous donneriez des conseils, pas de distanciation sociale, surtout pas. Les gens, ils crèvent de distanciation sociale, mais de distanciation physique intelligente. Qui est-ce qui se contamine? C'est au sein du cercle familial, dans les contacts très étroits et rapprochés. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand vous êtes malade, c'est-à-dire vous êtes symptomatique et vous avez un test positif, vous vous mettez dans un coin, et ce qui est pareil, c'est du bon sens, hein. Vous mettez dans un coin et puis vous n'allez pas emboucaner tout le monde. Vous vous auto-confinez tranquillement à la maison et puis vous dormez plus avec votre femme pendant quelques jours, vous cuvez gentiment votre maladie le temps que ça passe, quoi. Et puis soigner les gens, les soigner. Les autorités sanitaires nous ont dit paracétamol, ciao, bonne chance, on se revoit dans 2 semaines quand vous êtes en train de vous étouffer. Ça va pas, ça. Ça va pas. C'est pas ça, soigner les gens. Soigner les gens, c'est que le médecin généraliste, il voit les patients, il fait un diagnostic, une suspicion diagnostique, il l'avère par un test un diagnostic qui sait comprendre. Aujourd'hui, le grand public est abreuvé de tests. Je vous ai dit tout à l'heure, on vous dit il y a des contaminés, etc. Non, non, c'est des tests positifs. Et ces tests positifs, les tests PCR, en fait, il y a plusieurs kits disponibles sur le marché. Ils n'ont pas les mêmes amorces, pas les mêmes niveaux de sensibilité et de spécificité. Ils n'ont pas les mêmes cycles d'amplification, seuil, pour définir que c'est positif ou négatif. Le fameux CT, vous savez, cycle Oui, oui, threshold. Ils sont absolument. à 40, d'autres à 35, d'autres à 29. En fait, de quoi on parle? On ne sait même pas de quoi on parle, en fait. Et donc,
Ça, c'est moi, le test, il m'est très utile en tant que médecin. Mais parce que je vais l'interpréter, je vais avoir des datas, je vais pouvoir discuter avec le biologiste sur quel test il a fait, sur quel kit, avec quel CT, dans quel contexte clinique. Puis il y a des gens que je vais trouver à 35 CT qui vont parfaitement bien et qui sont pas contaminants. Je vais dire, ben, ça va, en fait, ils sont pas malades. Et aujourd'hui, on a plein de gens qui ont un test positif, mais ils sont malades d'autre chose. On a plein de gens qui sont morts avec un test positif, mais qui sont morts d'autre chose. Ils sont morts avec le SARS-CoV-2. Mais il y a des gens qui sont morts du Covid, effectivement. Le Covid, c'est la maladie avec le SARS-CoV-2. C'est une maladie très spécifique qui ressemble pas à une autre. On sait la reconnaître, si vous voulez, au niveau clinique et biologique. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui arrivent avec une leucémie, avec un choc septique sur une pneumonie à Pio, et ils ont un test positif. Ah, branle-bas de combat, c'est un Covid. Non, c'est pas un Covid. C'est un choc septique sur une pneumonie à Pio. Oui, mais Voilà, comptabiliser. grands brûlés dans le service qui arrivent, ils sont grands brûlés. Ils sont malades de grands brûlés. Et puis on dit, ah, ils ont un test positif à SARS-CoV-2. Ils sont pas Covid. C'est pas vrai. Bon. Ils sont comptabilisés Covid aussi, non? Comment? Ils sont comptabilisés Covid. Ah oui, oui, ils sont comptabilisés. Tout est comptabilisé Covid. Tout est absolument comptabilisé Covid D'accord. et idem dans les EHPAD, etc. Alors que les gens sont probablement morts peut-être avec le Covid, du Covid pour un nombre non négligeable d'entre eux, et puis d'autres choses simplement pour encore plein d'entre eux. Sur toutes les datas initiales, on n'avait même pas de test, donc on ne sait même pas en fait. Donc on a mis tout le monde dans la case Covid. C'est une imposture en fait. C'est pas vrai au niveau épidémiologique. Combien Virus. vraiment on a eu de morts? Bon, voilà. Mais moi, je vous invite à aller palper le réel, à même pas vous prendre la tête avec ces trucs-là, qui sont des discussions de spécialistes, en fait. Euh, et la rhétorique gouvernementale doit vous dire quelque chose. Il se passe quelque chose qui n'est pas de l'ordre sanitaire. Le sanitaire est un prétexte pour la mise en place, volontaire ou involontaire. Le déferlement totalitaire, il n'est pas forcément volontaire, c'est pas ce que je veux dire. Mais la mise en place d'un totalitarisme. Et donc aujourd'hui, de mensonge en mensonge, gouvernementaux, ou sanitaire, on arrive à finalement à ce que vous disiez, c'est-à-dire les gens ne savent plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et Hannah Arendt, elle l'a dit, quand tout le monde ment, le problème, c'est pas que les gens y croient le mensonge. Le problème, c'est que les gens y croient plus à rien. Ils C'est un sont peu pas ce qui se capables de passe voir les d'ailleurs. quelques-uns qui portent la lumière. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs. Ouais. Donc, mais moi, je vous invite à revenir au réel. Éteignez la télé, éteignez la radio. Ne pensez pas que l'interprétation algorithmique du big data, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en gros toutes ces courbes épidémiques, tous les chiffres qu'on vous balance toute la journée là, disent la réalité. C'est pas vrai, ils vous disent pas la réalité, et sûrement pas les projections dans le futur. Ça, vous n'en savez rien. Personne ne peut prédire le futur. Et donc, quand on vous dit il y aura tant de trucs, il faut absolument reconfiner, nous sommes à l'aube de la fin du monde, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est des gens qui n'en savent rien, qui sont basés sur des modèles faux. Le modèle de Ferguson en Angleterre était complètement faux. Les modèles de Cauchemaz et Fontanet en France sont complètement faux. Euh, bon, bah voilà. Et se sont toujours avérés faux. C'est-à-dire, s'ils avaient au moins l'humilité de reconnaître que ce qu'ils ont dit, c'est toujours avéré faux, bah, peut-être qu'au moins ils se tairaient, quoi. Mais là, c'est pas le cas. Vous entendez toujours les mêmes personnes parler et vous racontez que c'est la fin du monde. Alors que c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde nécessaire qui avait plein de crises, mais on va pas tous mourir du Covid. Et surtout, il faut le soigner, il faut être pragmatique en fait, avoir du sang-froid, garder la tête froide. Vous avez des gens aujourd'hui qui n'ont pas de nerfs, quoi. Des gens qui sont dans des postes de direction qui n'ont pas de nerfs simplement et qui prennent des décisions Oui. dans la précipitation et la peur. Et vous avez jamais pris de décision dans votre vie dans la précipitation et la peur qui se soit révélée bonne. Enfin, en tout cas, pas moi. C'est pas des bons conseillers. Mhm. Ben voilà, donc J'ai trois petites questions à vous poser. Est-ce qu'on sait d'où vient ce virus? alors, vous faites marcher sur un fil rouge. Euh, Eh ben, Pourquoi vous me faites marcher sur un fil rouge? Parce qu'il y a l'hypothèse d'un saut d'espèces, voilà, chauve-souris, le pangolin. Bon, ok. je, Ouais, bon, vous avez plusieurs façons de voir les choses. Une façon pragmatique, c'est de dire bon, en fait, on s'en contrefout, quoi. Au fond, il faut prendre en charge ce truc, et puis voilà. Ça, moi, c'est mon côté pragmatique, si vous voulez. Donc, au fond, cette question-là, oui, c'est pas quelque chose sur vous avez lequel raison. je vais travailler de manière la plus importante. Je vais plutôt travailler à soigner les gens, quoi, et à essayer qu'il y ait un discours de vérité. Mais derrière, il y a une autre question qui est, effectivement, vous avez une hypothèse de saut d'espèce qui a été portée par une scientifique chinoise, etc. Bon, RATG, vous avez peut-être entendu parler, mais il y aura une bonne synthèse qui va être faite dans pas très longtemps. Et il y a une très bonne synthèse qui est faite par Étienne de Crowley, qui est un chercheur au CNRS sur l'ingénierie virale, et qui est dans la Gazette du CNRS. Et je vous invite à aller la voir, parce qu'elle est disponible sur le net. Et il pose les choses de manière très scientifique, en posant les questions comme il faut, quoi. Donc,
moi, je peux juste vous répondre, je ne sais pas d'où vient ce virus. Ce que je peux vous dire, c'est que si je dois utiliser mon gros bon sens de médecin, consiste à dire quand je vois quelque chose, quand je regarde le réel, quel est le poids relatif d'une hypothèse ou d'une autre. Je vais essayer à la taste de dire, et c'est pas qu'à la taste, c'est en fait en regardant plein de critères assez subtils et fins, je vais essayer de savoir quelle est la probabilité d'un diagnostic ou un autre. Euh, Vous avez un P4 à Wuhan qui fait de la recherche gain of function sur les coronaviridés. Et l'épidémie part de là. Bon, bah, le poids relatif d'une hypothèse d'une chauve-souris sur un pangolin versus euh, il s'est passé quelque chose à Wuhan est très en faveur de il s'est passé quelque chose à Wuhan. Mais j'ai pas de data pour vous le dire proprement dit. Enfin, s'il Oui, commence à y en avoir des data, justement. C'est qu'ensuite, vous regardez ce virus, vous le séquencez, vous regardez à quoi il ressemble, et vous vous rendez compte qu'il y a des furines, enfin des petits morceaux qui sont pas exactement comme on l'attendrait. C'est-à-dire quelque chose qui permet de cleaver spike en S1 et S2, qui permet d'avoir deux récepteurs, la neuropiline et puis la CE2 pour rentrer dans la cellule, qui donne plus de contagiosité, etc. Et vous savez qu'il y a déjà eu de la recherche sur ces domaines-là précisément. Même eu des brevets qui ont été développés sur ces sujets-là précisément. Donc là, vous dites, bon, il y a quand même des chances qu'il y ait eu une fausse manip dans ce labo. Donc là, vous en concluez, bon, bah, soit c'est effectivement un virus synthétique qui a échappé, puis après qui a muté, qui a vécu sa vie, qui est passé dans un réservoir animal de furet ou autre chose, j'en sais rien en fait, ou chez le porc, ou il y a d'autres hypothèses encore pour ces mutations, des hypothèses notamment des sérums de gens contaminés pour traiter d'autres, mélangés à du remdesivir qui induit des mutations, juste comme ça, d'autres hypothèses encore qui sont la recombinaison d'un virus atténué dans certains vaccins de AstraZeneca ou des choses comme ça qui seraient recombinés avec le virus. Bon, en fait, voilà, il y a plein d'hypothèses et là-dedans, pour défricher tout ça, et y compris pour nous, médecins ou chercheurs ou scientifiques, c'est pas très simple, quoi. Mais par contre, vous pouvez vous dire d'emblée une chose, c'est nous avons un problème avec les P4. À tout le moins, il conviendrait de poser une réflexion internationale et un moratoire sur ce sur quoi on cherche. C'est le minimum de la bioéthique. Si oui, vous dites, il y a on est quand bien même des d'accord. chances que ce soit quelque chose qui soit sorti d'un laboratoire et qui soit ensuite et fait l'effet qu'on voit, les gars, peut-être que c'était pas une bonne idée de faire ça. Donc ça, à mon sens, c'est vraiment le moindre, la moindre des éthiques en termes de recherche biomédicale. Euh, la dernière hypothèse qui est envisagée par des militaires ou des gens qui travaillent sur la sécurité et la biosécurité, c'est de dire bon bah et si c'était du bioterrorisme, et si c'était de manière volontaire une puissance quelconque, une puissance d'argent, une puissance, je sais pas, voilà, il faut élaborer un scénario à la Colombo là, c'est à qui profite le crime quoi à la fin, euh, avait fait ce qu'il faut pour qu'il y ait un virus qui soit qui se propage. Ben, on sait que c'est possible. Les militaires, ils n'ont pas de problème avec ça, si vous voulez. Bon, oui, le bioterrorisme, les armes biologiques. Vous savez, Clausewitz, il l'a dit, la guerre, c'est le prolongement de la politique par d'autres moyens, quoi. La guerre de l'information sur le net, c'est la prolongation de la politique et de l'économie par d'autres moyens. La guerre bactériologique ou autre, bah oui, ça fait partie de l'arsenal, quoi. Si les gens veulent pas le voir, mais qu'ils se souviennent simplement, on a fabriqué la bombe nucléaire. On a fabriqué quelque chose de très lourd pour faire la guerre. Donc, si Oui. on a fait ça et qu'on sait faire d'autres choses dans le monde du virus ou de la bactérie, bien sûr qu'il y a des gens qui vont le faire, en fait. La question, c'est est-ce que c'est régulé? Est-ce que c'est correct, quoi, je veux dire, en termes de non-prolifération. À la fin, on fait des contrats de non-prolifération d'armes nucléaires, justement. On peut faire des contrats de non-prolifération d'armes biologiques X ou Y. Donc ça, moi, je discute avec des militaires que je connais. Ils n'ont pas du tout de problème à envisager cette hypothèse-là, si vous voulez. Pour le coup, moi, je m'arrête là, c'est-à-dire que je ne sais pas dire le poids relatif d'une hypothèse ou de l'autre. Et en fait, au fond, encore une fois, je suis pragmatique, je trouve que ça ne change rien. Au sens où, quand bien même les profiteurs de ce qui arrive, si c'est un accident, sont les mêmes que ceux qui auraient commandité, si ce n'était pas un accident. Et donc, ça aboutit à la même chose. Ça aboutit qu'à la fin, à qui profite le crime? Les Américains, ils vous le disent de manière très pragmatique aussi, ils vous disent follow the money. Quand vous comprenez rien et vous savez pas pourquoi ni comment, que ça paraît avoir ni queue ni tête dans la façon dont c'est raconté, follow the money. Qui est-ce qui a gagné du pognon dans cette histoire? Et vous comprendrez qui soit est un profiteur de guerre, soit est à l'origine du commandite, soit voilà. Donc Oui, bon, voilà. oui, Après, vous avez tout à fait raison. La vraie question, c'est de savoir
à quoi sert effectivement ces manipulations, ce travail fait dans les laboratoires. Ouais, tout à fait. Bon, Et puis, mais tout, moi, je m'y intéresse pas au sens où, si vous voulez, j'ai pas de prise. Et mon rôle actuellement avec Réinfo Covid, c'est de remettre les gens dans une situation de puissance, c'est-à-dire d'individuation, d'arrêter de subir quelque chose qui les rend tous pareils, voilà, des narcissismes juxtaposés avec la même idée, la même doxa dominante. Ça, c'est un cancer. Quand une cellule clonale qui se multiplie, qui vit pour elle-même, qui se nourrit d'elle-même et qui ne fait que se reproduire, et qui en plus prend toute l'énergie des autres pour se multiplier jusqu'à tuer les autres, en fait, tuer son hôte, bah, c'est un cancer. Aujourd'hui, la façon dont on est en train de structurer la société autour d'une pensée strictement unique de la doxa dominante, en criminalisant toute pensée alternative et toute parole alternative, euh, en détruisant les capacités d'interaction justement des gens entre eux, leur capacité à échanger, à se structurer autrement, c'est un cancer. Donc, moi, j'ai envie de remettre les gens hors de la peur, encore une fois, de leur dire, mais à quelle étape vous pouvez agir? S'il s'agit d'aller décaniller des chefs de multinationales, en fait, vous y pouvez rien. Vous n'avez pas de prise, quoi. Donc, on est bien vous d'accord êtes là-dessus, face à tout quelque à chose où fait. vous allez être en situation d'impuissance par défaut. Donc, ça, c'est juste désespérant. Vous allez être derrière votre écran en colère et désespéré. Bon, ben, c'est pas le but. Si vous voulez décaniller quelqu'un au ministère, c'est pareil. À moins que ce soit votre champ. Mais si vous êtes Non, le je crois que c'est citoyen pas. lambda, Oui, je crois ouais, que c'est pas la vraie question. C'est pas exactement. là-dessus que. Non, non, c'est pas là qu'il faut centraliser ses forces ou de l'ivermectine. Alors, Ou, voilà. je ne sais pas comment va être publié votre entretien, ou en vidéo, Ça ou sera la par écrit. vidéo. Ça sera la vidéo. Il Ouais, y aura ouais. un petit. Voilà. Et sur YouTube, vous savez que les conditions d'utilisateurs de la communauté sont extrêmement restrictives sur le Covid. Vous pouvez aller les voir parce qu'en fait, c'est assez compliqué de discuter, même simple. La parole est muselée. C'est-à-dire que YouTube se charge de dire que, voilà. Et non seulement YouTube, mais le pouvoir. Fin décembre est passé un décret disant, modifiant le code de déontologie de l'ordre des médecins, qui fait que la parole des médecins est de moins en moins libre. Je devrais normalement ne dire que les choses de la doxa dominante. Vous avez compris que ce n'est pas complètement le cas, mais donc on va essayer d'être sur juste la ligne rouge ensemble, de ne pas la franchir pour que le contenu puisse rester accessible pour les gens. Tout à fait. Qu'est-ce Merci. que je peux dire sur ce sujet-là et que ce ne soit pas censuré au bout de 4 heures? C'est le risque, hein, c'est ce qui risque d'arriver. Je peux dire sur ce sujet-là que déjà, il y a les traitements proprement dits, mais il y a la filière de soins. La filière de soins, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, faire des tests en population générale dans une grande expérience d'épidémiologie avec finalement c'est votre entreprise qui vous dit de faire un test, c'est l'ARS parce que vous êtes cas contact de cas contact de cas contact. En fait, ça c'est pas cost effective. Ça n'a pas d'impact sur la dynamique épidémique et c'est de mettre dans les mains de gens qui ne comprennent même pas les résultats euh, un outil trop puissant qui est le test diagnostic. Mais ça ne veut pas dire que le test ne sert à rien, hein. Ça veut dire qu'il n'est pas dans les bonnes mains et il n'est pas fait comme il faut. Il doit être fait par les médecins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes symptomatique, vous avez, on est en période Covid, vous êtes symptomatique par tous les symptômes que j'ai décrits tout à l'heure, hein. Donc, vous avez le nez qui coule, vous avez perdu l'odorat, c'est un signe important. Vous avez des courbatures, vous avez eu un peu de fièvre pendant un jour ou deux, vous avez eu de la diarrhée ou mal au ventre. Ok, vous allez chez le médecin et il vous prescrit un test. Ce test est positif. Vous êtes donc malade du Covid. Là, vous faites partie des cas. Pour le moment, bénin. Euh, la première chose, c'est que vous auriez pu faire de la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est que vous êtes bénin là, mais il y a des gens, ils sont asymptomatiques. Comme je vous l'ai dit, l'immense majorité est asymptomatique. Mettez-vous dans cette catégorie-là. Comment vous pouvez vous y mettre? On sait qu'il y a des facteurs effectivement qui sont importants, et notamment les carences vitaminiques. Ça a été dit dès le départ par l'Académie de médecine, et donc là, je ne suis pas sur une ligne rouge. L'Académie de médecine a dit dès le début de l'épidémie, dans un communiqué, il faut recharger les Français en vitamine D, parce que 80% des Français sont carencés en vitamine D, parce que notre alimentation est moins riche qu'avant, hein, comme dit Jean-Pierre Coff, bouffer de la merde, quoi. Voilà, une pomme d'aujourd'hui, enfin, il faut 10 pommes d'aujourd'hui pour faire une pomme de 1900, quoi, en termes de capacité, de qualité nutritionnelle. Donc, on est tous carencés. Puis, on passe notre vie devant des écrans, on n'est pas dehors en train de labourer la terre, et donc on n'a pas assez de soleil. Et une des façons de créer de la vitamine D. Donc, vous avez besoin de compléments alimentaires. Et là, c'est pas un médicament, en fait. Vous pouvez l'acheter en parapharmacie. Voilà, il faut respecter la notice. Il ne faut pas boire 5 litres d'un coup. Mais, excusez-moi,
excusez-moi, j'éteins le téléphone simplement. Donc là, il n'y a pas d'hésitation à avoir, parce qu'on sait que, alors on peut doser dans le sang, mais ça sert à rien. Rechargez-vous en vitamine D. On sait que cette recharge en amont, elle a une fonction préventive de faire des formes graves ou des formes symptomatiques. Idem pour le zinc, idem pour la vitamine C. Pour la vitamine D, on a encore plus de poids, si vous voulez, dans ce que je suis en train de dire. C'est qu'il y a quelques jours, il y a 5 sociétés savantes, 5 sociétés savantes en France. Les endocrinologues, les nutritionnistes, de médecins. Il y en a d'autres encore, vous pouvez aller voir. Et 76 experts qui ont dit, mais bien sûr qu'il faut recharger les Français en vitamine D. C'est une évidence, en fait. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur le net, mais vous n'en avez bizarrement pas eu beaucoup la publicité dans les médias mainstream. L'autre chose, c'est que votre immunité, elle ne dépend pas que de ça. Elle dépend de votre niveau de stress. Elle dépend de la qualité de vos interactions sociales. Elle dépend de la joie et de l'humour. Donc ça, c'est pas, et de ce dont vous vous nourrissez chaque jour. Donc je reviens à l'idée de couper la télé, couper la radio. Vous allez voir, déjà, vous allez aller mieux et ça va aller bien. Mangez bien, faites attention à ce que vous mangez. Finalement, cette crise sanitaire, c'est une invitation à vous resanitariser, à reprendre soin de votre santé et pas attendre que des multinationales prennent soin de votre santé pour vous ou votre gouvernement pour vous. C'est pas votre papa ou votre maman, c'est vous, individué, qui prenez soin de votre santé. Donc, de vous recharger en vitamines, de veiller à être dans l'humour, la joie, les interactions sociales denses et riches, d'aller voir les gens que vous aimez et de partager avec eux, et puis de vous nourrir de récits positifs qui construisent un avenir commun qui soit plutôt désirable, plutôt qu'un avenir où c'est la fin du monde. Tout ça, ça me semble extrême. Et puis de faire de l'activité physique, là c'est le syndicat des médecins du sport qui l'a dit, et y compris dans un confinement, il faudrait au moins une demi-heure d'activité physique par jour. Donc voilà, il est temps d'aller en vélo au boulot, il est temps de faire ce qu'il faut, quoi, hein, d'arrêter d'être le couch potato avachi dans son canapé à regarder la télé, à se désespérer. Tout ça, c'est vraiment important. J'insiste là-dessus, parce qu'on fait comme si c'était pas important, comme s'il y avait que des médicaments, des traitements. Mais la réalité, c'est que non, votre équilibre, votre homéostasie, en vous-même et autour de vous, dans votre groupe social, elle est extrêmement importante à pas tomber malade. Ensuite, ça y est, vous êtes malade, comme je vous l'ai dit. Et ben là, le médecin, son rôle, c'est de vous recharger dans ce qu'on a dit, mais c'est aussi, euh, et de parler de ce qu'on a dit, mais c'est aussi d'aller détecter, est-ce que vous êtes à risque de faire une forme grave? Et les gens à risque, c'est ceux que je vous ai dit tout à l'heure. Hypertendus, diabétiques, obèses, immunodéprimés, très âgés, cancéreux, lymphomateux, leucémiques, etc., greffés. Tous ces gens-là sont à risque de faire des formes graves. Alors, il ne faut pas qu'ils tétanisent, hein, ils sont juste plus à risque que les autres. Bah, c'est-à-dire qu'on va en prendre plus soin. Et qu'il fallait en prendre plus soin en amont aussi, hein, dans les mesures sociales. C'est ceux-là à qui il fallait donner des FFP2. C'est ceux-là qui doivent rester éventuellement confinés. Il ne faut pas confiner des gens de 25 ans qui bossent. Ils n'ont aucun risque de faire une forme grave. Donc, voilà, faut bien peser la balance bénéfice-risque. La balance du bénéfice pour des gens fragiles et à risque à se confiner est importante. Ils peuvent faire un bon bénéfice de ce confinement. Le confinement pour quelqu'un de 25 ans, le risque, il est énorme, en fait, de devenir dépressif, de se suicider, de perdre son boulot, de tout ce que vous voulez. Donc, il ne faut pas le faire, bien sûr. En Il y en plus, a il a très beaucoup, peu de risque d'accord. de faire une forme grave. Donc là, donc je continue sur cette filière de soins et les thérapeutiques en même temps, hein, parce que ça va ensemble. C'est l'idée que bah, vous allez aller à la maison, votre généraliste va vous dire vous allez à la maison et puis vous allez rester confiné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez diminuer vos interactions physiques avec les gens pendant longtemps. Vous pouvez continuer à avoir plein de monde au téléphone, mais voilà, il faut rester tranquille chez vous pendant 15 jours. Et donc, il va faire un arrêt de travail. Et puis, il va essayer de diagnostiquer si vous avez des troubles de la coagulation. Pourquoi? Parce que les troubles de coagulation, ça fait des petits caillots dans le sang qui vont boucher les artères dont j'ai parlé tout à l'heure, qui font dans le cerveau des petits accidents vasculaires cérébraux, dans le cœur des infarctus, dans le poumon des petites embolies pulmonaires, dans le rein des petits emboles dans le rein, et puis pareil au niveau digestif. Et ça, on peut le prévenir, parce que si vous avez un trouble de coagulation sur le bilan sanguin, on va vous donner des anticoagulants. Les anticoagulants, vous savez, c'est une injection sous-cutanée faite par une infirmière une fois le matin. Donc, vous avez une infirmière à domicile qui va passer une fois le matin, voir comment vous allez, et vous faire cette injection d'anticoagulants. Ça, c'est un traitement qui marche très bien, qui diminue de beaucoup la mortalité et la morbidité. C'est un vrai traitement qui marche bien. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de traitement, c'est déjà pas vrai. Les anticoagulants, c'est un très bon traitement. Ensuite, l'infirmière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va surveiller quelque chose parce que la gravité de la maladie, elle n'est pas dans le moment viral. Elle n'est pas dans le moment où vous avez le virus, où vous avez les courbatures. Elle est après, quand se développe l'orage inflammatoire. Cet orage cytokinique dont j'ai parlé. Quand l'inflammation dégoupille, un truc aspécifique qui vient vous faire du mal à vous-même. Euh, et comment on fait pour voir venir ça? Ben, il se trouve que après la phase virale, symptomatique, il peut y avoir une phase de silence, où il ne se passe rien. Vous avez l'impression que ça va, que c'est fini.
En fait, peut-être alors chez certains, c'est fini, hein, chez la majorité des gens. Mais chez certains, c'est pas fini. Il se développe de manière subreptice cet orage inflammatoire. Et comment on peut le voir? On peut le voir parce que si on regarde la quantité d'oxygène dans votre sang, on met une petite pince au bout du doigt qui s'appelle un saturomètre. Un saturomètre, c'est une petite machine qui va regarder combien d'oxygène vous avez dans le sac à dos des globules rouges. Combien sont saturés les globules rouges en oxygène. Donc, est-ce que votre sang il est très rouge ou très bleu? Et c'est une méthode infrarouge colorimétrique. Hein. Il regarde vraiment est-ce que votre sang est rouge ou bleu. Et il va donner un nombre qui est entre 0 et 100. 0, vous êtes mort, donc vous n'avez pas 0, et 100, c'est normal. Et tant que c'est au-dessus de 95% de saturation en oxygène dans le sang, c'est normal. Mais si vous êtes en dessous de 95%, c'est-à-dire, méfie, il se passe quelque chose. Vous êtes en train de développer l'orage inflammatoire, la vascularite pulmonaire, et vous risquez d'évoluer vers une forme grave. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? C'est pareil, il y a des traitements qui marchent très bien, et qui marchent très bien à domicile. Vous n'avez pas besoin d'être à l'hôpital pour ça. Donc l'infirmière, elle va passer, puis vous allez lui dire, ouais, j'ai eu 93 de SAT, là, bon. Elle va dire, d'accord. Elle va appeler l'infirmière coordinatrice du réseau de soins, qui elle-même va appeler un prestataire de service, c'est-à-dire une entreprise qui fournit de l'oxygène aux gens à domicile. On sait déjà le faire, il y a plein de gens qui vivent avec de l'oxygène à domicile. Hein. Ils ont des petites machines, ce sont des extracteurs d'oxygène, prennent l'oxygène dans l'air de la pièce, et qui passent dans des petites lunettes qui vont dans le nez, et qui donnent de l'oxygène dans le nez, et on respire un petit peu d'oxygène. Vous avez même des batteries sur ces trucs-là, vous pouvez même vous balader avec pendant une demi-heure. De toute manière, vous êtes confiné, comme on a dit, parce que vous êtes malade, donc restez tranquille chez vous, et voilà. Mais on va vous mettre ça chez vous. Et tant que cet oxygène il reste en dessous de 4 litres par minute, c'est-à-dire des doses raisonnables, et que votre saturation, elle redevient normale, elle est au-dessus de 94%, et que vous n'avez pas de signe, vous n'êtes pas en train de respirer mal, bah ça va en fait. Vous pouvez rester comme ça à la maison, ça va passer. Et là, il y a un très grand nombre de gens chez qui ça va passer en fait, en quelques jours. Ça va s'arrêter. Et ils ne seront pas allés à l'hôpital, ils ne seront pas allés en réanimation. L'autre chose, c'est quand il commence à y avoir cette vascularite inflammatoire, on a des traitements sur l'orage cytokinique, on a un autre traitement que l'oxygène. L'oxygène, c'est un très bon traitement aussi. Deuxième traitement qui marche très bien. Très très bien. Ça diminue largement l'évolution vers des formes graves. Ça permet à plein de gens de ne pas aller à l'hôpital, de ne pas mourir. C'est un super traitement, quoi. Qu'on connaît très très bien pour le coup. Et qu'on peut administrer à la maison. Puis il y a un troisième traitement qui sont les corticoïdes. Donc là, je suis sur aucune ligne rouge quand je vous parle de ça, parce que c'est juste complètement avéré. Tout le monde le sait, en fait. Les corticoïdes, c'est un comprimé. Hop. C'est pas par les veines. Hein. Vous n'avez pas besoin de le prendre par les veines. De dexaméthasone à 6 mg. Et ça, c'est pareil. Si votre infirmière elle dit il y a de l'oxygène, enfin, il y a une saturation à moins de 95%, ça veut dire qu'il faut de l'oxygène. Ça veut dire qu'il faut des corticoïdes. Parce que vous êtes en train et on va utiliser les corticoïdes pour essayer d'aplanir cet orage inflammatoire, de l'immunomoduler à la baisse. Et ça, votre généraliste, c'est pareil, il peut le prescrire en fait. Comment ça se passe? L'infirmière qui est passée chez vous, elle a appelé l'infirmière coordinatrice, et cette infirmière coordinatrice, elle a appelé le prestataire de service qui vous donne l'oxygène, puis elle a appelé le généraliste qui fait la prescription, qui est en lien avec elle, qui fait la prescription, qui l'envoie par fax, qui vous la renvoie, et l'infirmière peut même aller le chercher pour vous à la pharmacie, et elle vous ramène les corticoïdes. Et là-dessus, il y a encore plein de gens qui ne vont jamais venir à l'hôpital, jamais venir en réanimation et évoluer de manière favorable. Enfin, si jamais malgré ça, vous commencez à avoir du mal à respirer, ou malgré ça, il n'y a pas assez d'oxygène dans votre sang par rapport à la quantité d'oxygène que vous avez, et ben, qu'est-ce qu'elle va faire l'infirmière? Elle va appeler l'infirmière coordinatrice qui va appeler un service Covid dans un hôpital et qui va dire, Monsieur Gérard, c'est le moment où il doit rentrer à l'hôpital. Et vous allez rentrer à l'hôpital et on va prendre soin de vous et faire d'autres thérapeutiques qui peuvent fonctionner, qui sont très intéressantes dans ce cas-là. Ça va? Donc là, j'ai même pas parlé de thérapeutique alternative. Mais si en plus vous rajoutez à cette façon de faire là n'est pas en place en France, alors qu'elle est tout à fait faisable. Il n'y a qu'à l'organiser, ça prend moins de 5 jours à faire, on va dire, pour un réseau de soins organisé, pour les ARS. C'est du bon sens en fait. C'est ce qu'on nous demande de faire depuis des années quand on nous dit virage ambulatoire pour soulager l'hôpital. Mais on n'a pas réussi à le mettre en place. C'est fou, ça paraît fou en fait. Mais c'est le cas. C'est étonnant, oui. Et ça, cette chose-là permettrait d'échelonner, déjà de faire qu'il y a plein de gens qui ne viennent pas à l'hôpital. Parce que pour le moment, quelqu'un qui a besoin d'oxygène, il vient à l'hôpital. Hein. Quelqu'un qui n'est pas bien, il vient aux urgences. Et donc, vous emboucanez les urgences, vous emboucanez l'hôpital, vous emboucanez les réanimations, parce que tout le monde arrive en même temps en plus. Alors que le fait de faire ça permet d'échelonner dans le temps, de voir venir, de pouvoir discuter avec l'infirmière coordinatrice. OK, on a la place cet après-midi, ça va, ça tient le coup jusqu'à cet après-midi, il viendra avec une ambulance, bon, bah, c'est bien.
Et donc, vous n'êtes pas dans un flux continu de malades qui viennent surcharger l'hôpital avec des chefs de service d'hôpitaux qui vont ah là là, on va tous mourir, ou des directeurs d'hôpitaux qui sont dépassés par les événements, parce que c'est difficile. Je n'enlève pas ça pour eux. Actuellement, dans les filières de soins telles qu'elles sont construites, c'est difficile. D'autant plus qu'on n'a pas travaillé l'aval. On peut travailler l'aval des services Covid et des services réanimation. C'est-à-dire que pour le moment, l'aval est mal fait. Donc les gens, ils restent pendant longtemps. C'est une maladie qui dure longtemps. Ils restent pendant longtemps à l'hôpital, ça fait qu'on a du mal à accueillir les nouveaux. Alors on pourrait tout à fait les remettre ailleurs, les remettre à la maison ou les remettre en soins de suite. Il s'agit juste de créer, pareil, une infirmière coordinatrice qui fait sortir les gens de l'hôpital. Aujourd'hui, pour faire sortir les gens, c'est les médecins. Ils n'ont déjà pas que ça à foutre de devoir gérer l'administratif d'une sortie d'hôpital. Bien sûr. Alors qu'en fait, ça pourrait être tout à fait rodé. Maintenant, si on rajoute à ça un package thérapeutique, et là, donc, je vais mettre des bémols, même si les gens entendront entre les lignes, hein, mais je vais mettre des bémols pour YouTube, je vais mettre des bémols pour la censure, je vais mettre des bémols pour les fact-checkers. Je vais vous dire, mais et si on y envisageait quelque chose sur des molécules qui, en fait, peut-être auraient un niveau de preuve qui va crescendo, où il y a de très nombreuses études qui, peut-être, commenceraient à montrer que c'est utile, mais que ces études, peut-être, on ne voudrait pas les voir, on n'accepterait pas de les regarder, parce qu'elles viennent de pays qui ne sont pas jugés dignes de publier, dans une espèce de néocolonialisme blanc assez nauséabond, à vrai dire. Si on les regarde en face, peut-être ces études, on voit qu'il y a certaines molécules comme HQX de l'IHU. Bon, je dis pas le nom, hein, pareil, pour des raisons de censure, les gens comprendront, et peut-être que le fait que je fasse ça, comprendront qu'il y a vraiment de la censure. Hein. Donc HQX de l'IHU, non, ça a l'air très intéressant. Au contraire, il y a 170 études qui montrent que ça a l'air très intéressant, quoi. Et que bien sûr, il faut le faire. Donc, est-ce qu'un généraliste a le droit de le prescrire? Oui, il a le droit de le prescrire. Il faut qu'il prescrive que c'est hors AMM. Il faut qu'il le précise. Et il faut qu'il précise. Et puis, il faut que parfois, il trouve un pharmacien qui veut bien. Mais là, vous allez trouver les réseaux de médecins, puisqu'il y en a plein des médecins. Nous, on a ne serait-ce que 900 médecins. Laissons les médecins prescrire. Ils ont 3000 médecins. L'ensemble du collectif Santé Liberté, on est à 30 000 médecins. Vous allez trouver les médecins qui ne se voilent pas la face ou qui ne sont pas juste comme ça, complètement prolétarisés à suivre ce que leur dit le pouvoir. Les médecins qui ont envie de soigner les gens. Vous allez les trouver. Si c'est pas le bon, vous en changez, quoi. Et donc, HQX, ça marche. Le Zitromax, ZIT, on va l'appeler. C'est un macrolide. Un macrolide, c'est un antibiotique. C'est un antibiotique qu'on utilise déjà dans les pneumonies interstitielles. C'est-à-dire quand on ne sait pas le diagnostic, il y a quelqu'un qui a un problème au poumon, on pense que c'est une infection, et que ça a une tête interstitielle. Et ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au Covid. Hein. C'est-à-dire le Covid, c'est une pneumonie interstitielle jusqu'à preuve du contraire au départ. Quoi. Un des traitements, c'est ça. Donc pourquoi on ne le donne pas? Vous avez tout un travail qui a été fait par l'équipe de Claude Escarguel à Marseille sur ce sujet-là, avec des généralistes qui démontrent que ça marche. Il y a plein d'autres travaux sur le sujet qui démontrent que c'est utile. Et aujourd'hui, ça, pour le coup, on le fait quand les gens arrivent à l'hôpital, mais c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. C'est toujours mieux que rien. Mais ce qu'il faut faire, ces traitements-là, leur effet, il est principalement sur le virus. Il y a sûrement un effet aussi de HQX sur l'inflammation. Il y a d'autres effets qu'on ne comprend pas parce que les molécules, elles sont jamais que antivirales ou anti-truc ou anti-ça. Elles font plein de choses, en fait, dans notre corps. Donc, HQX, ZIT, oui. Ensuite, il apparaît un traitement qui a servi contre la gale. Donc, la gale, c'est une maladie parasitaire de la peau, hein, où on se gratte. C'est une maladie terrible, en fait, en vrai, qui touche pas du tout que les gens sales ou les clochards, hein, ça touche tout le monde. Et il y a un traitement qui s'appelle IV. Hiver. Allez, c'est l'hiver. Je vous laisse aller voir le bout de la phrase. Je vois. Voilà. Je vois. Voilà. L'hiver, ça a l'air très intéressant aussi. Et vous avez pas mal de data qui commencent à étayer le fait que ouais, c'est intéressant. Puis c'est pareil que les autres, c'est en termes de balance bénéfice-risque, c'est-à-dire de connaissance des effets secondaires et du bénéfice potentiel. Bien sûr qu'il faut le faire. Et surtout chez les gens qui ont des formes potentiellement graves, qui vont faire peut-être des formes graves. Parce que ceux-là, ils ont un bénéfice qui, c'est pareil. Bien sûr qu'il faut essayer. Il faut pas les laisser avec Doliprane, bonne chance. C'est de la folie furieuse, en fait. C'est vraiment, c'est malveillant, quoi. On est en plein, en train de nier les principes de l'éthique médicale, quoi. On est dans la maltraitance, quoi. Donc, voilà, parce que le pari thérapeutique, il est évidemment en faveur de le faire. D'autant plus que le protocole thérapeutique, il est de J1, J3, 6 comprimés. Et voilà. Et pendant 3 semaines, vous êtes protégé. Il y a des gens qui ont proposé de faire des études sur ce sujet-là dans les EHPAD à visée préventive. Parce que les traitements dont je vous parle, là, je vous en parle en curatif, c'est-à-dire en traitement précoce, on appelle ça. Mais il y a des gens qui proposent de le faire en prophylaxie.
Prophylaxie primaire, c'est-à-dire vous n'avez jamais rencontré le virus, vous ne voulez pas que quand il passe à travers vous, il se passe quelque chose. Et prophylaxie secondaire, c'est vous êtes un cas contact. Et puis, il y a ensuite thérapie précoce, ce dont je suis en train de parler. Vous êtes positif, vous êtes malade, vous avez des symptômes et on vous traite. Et puis après, il y a les traitements tardifs, c'est vous arrivez avec déjà une forme grave sous oxygène à l'hôpital. Ça, c'est tardif, c'est notre problème de l'hôpital. Mais dans les traitements précoces, il y a ça. Il y a d'autres molécules candidates, en fait, dont il convient d'évaluer encore un petit peu plus. Et là, pour le coup, moi, je suis prudent et je On vous en le dis vraiment, reparlera. là. Voilà, je suis prudent. Oui. C'est la quercétine, bon, il y a des gens qui ont proposé le bleu de méthylène, mais pour moi, c'est un très mauvais choix parce qu'il va modifier votre saturation de manière artificielle. Donc, surtout pas parce qu'en fait, on a besoin de monitorer la saturation. Il y a d'autres thérapeutiques encore, comme la colchicine. Bon, en fait, ça, pour moi, ça nécessite encore de l'évaluation, si vous voulez. Eh bien, écoutez, c'est Voilà, déjà pas voilà ce que mal, je peux vous ça. dire. Après, il y a Tout à plein fait. d'autres gens qui proposent d'autres thérapeutiques que je connais pas. Pour le coup, moi, je peux rien en dire parce que la phytothérapie, l'huile essentielle, c'est vraiment pas mon champ, quoi. Je suis médecin allopathe dans la médecine classique de réanimation, donc Oui, tout à j'ai fait. pas de compétences. Et, je pense que c'est les gens compétents qui doivent en parler, quoi. Ben, Louis Mais Fouché, ne serait-ce que si vous faites ça, cette oui, épidémie devient bénigne. Simplement, elle devient bénigne du jour au lendemain. Et c'est pas compliqué à mettre en œuvre. On les a, les traitements, on a les filières de soins, il y a qu'à les mettre en place. Ça prend, je vous dis, 3 jours, quoi. À tout casser en termes d'organisation, c'est 5 coups de téléphone, quoi. Et après, replayer un mail sur l'organisation des soins à tous les généralistes, quoi. Au sein d'un département, au sein d'une région, d'une ARS, quoi. Donc eh là, il y a ben, un moment, il faut que les ARS se réveillent, quoi. Il faut qu'ils arrêtent d'écouter ce que dit un comité scientifique. Bon, voilà, on n'en parlera Louis pas, quoi. Fouché, mais en tout cas, c'était un véritable plaisir de vous avoir et vraiment, je vous remercie beaucoup. Bah, merci aussi. J'espère que ça pourra toucher. S'il y a des questions, bien sûr, moi, je prétends pas du tout détenir la vérité. Je la cherche, en fait, et je la cherche par la contradiction, je la cherche par le dialogue. Donc, ça, c'est une proposition. Et puis, encore une fois, l'idée, c'est de prendre un feedback du réel. C'est-à-dire, là, on a mis en route un certain type de réponse à cette crise sanitaire. On devrait constater que c'est pas une bonne réponse, en fait. Ce serait la moindre des choses en termes de Oui, feedback et se poser la question, bah, qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Parce que c'est pareil, en permaculture, on dit, il y a toujours au moins une autre façon de faire autrement. Là, on vous présente les choses en vous disant, ah, c'est soit le reconfinement, soit on va tous mourir. Non, non, il y a toujours au moins une autre façon de faire autrement, bien je vous sûr, assure. bien sûr. Ma prescription, c'est éteignez la télé, éteignez les téléphones portables, sauf pour appeler les gens que vous aimez et pour regarder votre média. Et retrouver du lien Euh, social. voilà, éteignez la radio, retrouvez de la réalité, du vrai, allez Oui, toucher des arbres, allez toucher la nature, allez toucher la beauté, nourrissez-vous de beauté et de liens sociaux. Les personnes âgées ont besoin des enfants, les enfants ont besoin des personnes âgées, les adultes ont besoin de l'interaction des deux, de l'innocence, de l'enfance et de l'âge adulte qui a du recul et de l'âge mûr qui a du recul. Il faut refaire société ensemble, c'est très très important. Et ça veut dire ne pas essayer de convaincre quelqu'un en face. S'il y a des gens qui sont convaincus par ce que j'ai dit, n'essayez pas de convaincre, juste parler ou montrer. Faites une exemplarité. L'exemplarité est de quelque chose de désirable dans la posture. Si vous êtes en train d'essayer de décaniller l'autre, de lui dire t'es un abruti, t'as rien compris, Thomas Dansbourg, il le dit, hein, il dit il n'y a personne qui a envie d'être un con vaincu. Et moi, j'ai jamais vu dans mon oui. histoire personnelle, j'ai jamais vu et entendu qu'à la fin d'une discussion où on n'était pas d'accord, l'autre dise j'ai vu la lumière, merci, grâce à toi, je viens de changer complètement mon avis, quoi. Oui, Ça se passe pas comme ça, en fait. ça se saurait Ouais, ça si se ça se saurait. passait comme Ça ça. se Ouais. passe pas comme ça. Donc, ça sert à rien d'aller jusqu'à la rupture pour espérer ça. Vous ne pouvez pas l'espérer. Vous pouvez juste semer une graine et essayer de voir ce qui se passe et y revenir et l'arroser et ressemer et le réarroser, prendre soin de votre semis et attendre qu'il pousse et voir si vous pouvez lui donner les bonnes conditions pour qu'il mûrisse et montrer en face que vous êtes en lien, que ça crée du lien de faire ça, que c'est désirable. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Le masque pour les enfants, c'est presque une perversion, quoi. Le masque dans la rue, c'est n'importe quoi, en fait. Les confinements, les couvre-feux, c'est n'importe quoi, hein. Pendant ce temps qu'on s'entasse dans le métro et que on va à Carouf le samedi s'entasser, enfin, c'est complètement absurde, en fait. Donc, les gens le sentent, mais ils préfèrent la parité, c'est-à-dire rester avec leur père, rester et faire société, et faire semblant dans une imposture généralisée à la vérité. Et donc, il faut comprendre que la parité, le lien social, c'est plus important que la vérité pour nous tous. Et c'est une des caractéristiques de l'humain. Et donc, vous aurez beau arriver avec votre vérité, essayer de l'asséner, si jamais ça doit séparer les gens de leur groupe social, ils ne voudront pas voir cette vérité.
Donc, vous devez leur offrir que ça ne nuit pas à leur groupe social et qu'ils peuvent même en embrasser un nouveau qui est porteur de plus d'espoir et de plus de joie. Eh bien, moi, je trouve que c'est une très Voilà. belle conclusion. Merci à vous. Je vous Merci. rappelle les éthiques de la permaculture pour finir complètement. C'est prenez soin de vous d'abord, avant de vouloir essayer de transformer l'autre. Prenez soin de vous déjà d'être, voilà. Si vous voulez la paix là devant, ayez la paix là dedans. Si vous êtes en Ouais. colère, etc., et que vous écaniez l'autre, il n'y a aucune chance que vous trouviez la paix. Donc, il faut déjà faire la paix avec soi-même et transformer la colère en courage d'agir et de faire des choses qui sont constructives au bon endroit, pas à un endroit décalé par rapport à notre capacité de pouvoir, se mettre en lien avec les autres pour agir. Donc, prenez soin de vous, prenez soin des autres, ceux que vous aimez d'abord, et puis ceux que vous aimez pas, peut-être surtout, parce que c'est ceux-là qui vont mal, en fait, pour certains d'entre eux. Il y en a qui vont très, très mal aujourd'hui, qui se mettent même dans la position de censeur ou de horde ah, de petites frappes qui viennent sur Internet, dégommer les gens, faire des articles incendiaires sur Fouché, sur machin, sur Perron. À mon avis, ceux-là, ils vont pas bien, quoi. Ils vont vraiment pas bien. Ils mettent Ouais. leur impuissance dans une espèce de truc un peu nuisible. Et puis, prenez soin de la nature, de la beauté, du monde autour de nous, parce que c'est notre maison, en fait, c'est notre biotope commun, notre maison commune. Et puis, partagez vos pépites. Partagez ce que vous avez compris, comme un partage, pas comme essayer de l'imposer. Juste, est-ce que tu es d'accord pour que je te montre, moi, ce que j'ai compris, quoi. Puis, si tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. Merci à vous, Daniel. Merci à vous, Louis. Merci pour le temps que vous nous avez consacré, pour toutes les réponses que vous nous avez apportées et cette conclusion. Je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.